On va donc commencer ce webinaire. Bienvenue à tous, merci d'être présents pour ce webinaire dédié à quelques présentations concernant donc, cette nouvelle version long terme support, qui est la version 3.9 de Moodle. Juste avant de commencer, une petite présentation de la structure qui sera rapide. J'enchaînerai directement après sur les explications de ce qui existe déjà sur les anciennes versions à partir de la 3.8, mais rapidement, juste pour vous montrer qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place, que vous ne connaissez peut-être pas. Et puis après, je partirai concrètement sur une plateforme 3.9 et je vous montrerai les différentes fonctionnalités, nouvelles fonctionnalités, et peut-être une roadmap sur la 4.0, sachant qu'on ne connaît pas grand-chose pour l'instant dessus. Euh, Petite information avant de commencer, pour ceux qui nous ont rejoints là tout de suite, là d'ici une minute, sachez qu'on est sur un format où vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas discuter avec moi directement. Pour poser vos questions ou me faire part de vos remarques, notamment la qualité du son, n'hésitez pas à utiliser le chat qui se situe sur la partie gauche de votre écran. Alors pour tout ce qui est questions, j'y répondrai en fin de session pour éviter que ce soit trop long, quoi. Voilà. Je vais commencer de suite. Alors, je me présente. Moi, je suis Benoît Marchais. Je suis responsable service client et, euh, et formation au sein d'Innovation, qui est la structure qui vous présente ce webinaire aujourd'hui. Quelques petites informations sur justement cette entreprise. C'est une entreprise qui a été créée en l'an 2000, qui compte 55 collaborateurs, qui fait 4 millions de chiffre d'affaires, et on a une particularité, c'est qu'on a un département recherche et développement qui donc prend une part de ce chiffre d'affaires pour construire des plateformes spécifiques. Et c'est notamment l'objet de ce slide-là, c'est de vous montrer les différentes solutions que l'on propose. Alors, Moodle, que vous connaissez certainement, je pense que la plupart des personnes qui sont aujourd'hui présentes sur le webinaire connaissent Moodle. Peut-être que certaines ne connaissent pas Moodle Workplace, qui est la version en fait, d'entreprise de Moodle, avec des fonctionnalités un peu plus puissantes sur la gestion des utilisateurs. Alors, je, ouais, je me permets de couper parce qu'effectivement, quelqu'un qui me dit que le son est très haché, mais je vois que vous-même, en fait, avez une connexion a priori pas terrible. Donc, je vais continuer s'il y a que vous, en fait, qui avez ce problème-là. Je pense que il faut juste peut-être se déconnecter, se reconnecter. Bien. Voilà, donc, ils sont OK pour moi. Oui, je pense que voilà. Vérifiez d'abord si votre connexion est bonne, mais je pense que, OK. Très bien. Tout le monde me prévient qu'a priori, c'est pas moi le problème au niveau du son. Voilà. Donc je continue sur Workplace, donc, qui est la solution d'entreprise de Moodle, avec des solutions, la gestion des rapports, un système de bon, c'est un peu mitigé en fait sur le son, parce que je comprends. Donc, je vais essayer de parler moins fort et de parler aussi plus distinctement. Donc Workplace, solution d'entreprise avec des fonctionnalités telles que et comment s'appellent les règles dynamiques qui permettent d'inscrire en masse des utilisateurs par rapport à des règles qu'on met en place, etc., etc., etc. Vous avez Totara, qui est également une solution à destination d'entreprise avec tout un volet ressources humaines. Et Aura, donc, qui fait partie des développements dont l'innovation est à l'origine, qui est une solution qui se greffe en fait sur différents LMS et qui permet de gérer les talents et les plans de carrière des utilisateurs dans l'entreprise. Alors ça, c'est pour les solutions. Pour les services, euh, vous avez, on couvre en fait vraiment de manière assez importante tout ce qui touche de près ou de loin à la mise en place d'un LMS, que ce soit en amont sur le conseil et l'audit, le choix du LMS qui correspond mieux techniquement et au niveau de vos process à votre fonctionnement. On forme les utilisateurs donc avec un transfert de compétences et ça c'est notre cœur de métier. On est à la base d'un certain nombre de développements, d'intégration, de SSO, de construction de coding qui permettent d'améliorer à la fois l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur dans Moodle et la construction de systèmes qui permettent de se greffer de manière très précise à vos process internes. On fait de l'hébergement, et on a un studio de création qui nous permet euh, je vais juste baisser peut-être la qualité du volume de son. Est-ce que c'est mieux là sur le son? Je continue sinon. Donc sur les services, on a l'hébergement également.
Donc on est Moodle Premium, ce qui fait qu'on a la possibilité en fait d'héberger à la fois du Workplace et du Moodle. On s'occupe également de tout ce qui est mise à jour. Et au niveau du studio de création, donc on a effectivement un studio de création qui s'appuie sur évidemment les éléments natifs de, de, de Moodle, donc toutes les activités et ressources qui existent dans Moodle. Et on gère aussi toute cette partie création de contenu pédagogique en se basant sur des logiciels auteurs comme Storyline, etc. Enfin, la construction de scores directement par ce biais-là. On a un département support, on l'appelait support, mais c'est plus accompagnement fonctionnel. On s'aperçoit qu'en fait, Moodle évoluant très rapidement, c'est important de pouvoir en fait à chaque fois fournir de l'information et d'accompagner nos clients sur ce qui peut être fait. Au niveau de notre implantation, donc on compte plus de 300 clients sur le monde entier, répartis sur 4 pays, la France, l'Irlande et la Pologne, et dernièrement les États-Unis. Alors pour le déroulement de ce webinaire, ça va être assez simple. Donc, je pense 25 minutes de présentation et peut-être un peu plus en fonction de mon débit de parole et puis peut-être aussi de ma qualité de son. Je vois que c'est toujours pas réglé. J'essaie de faire quelques petites modifs encore. Et ensuite, 10 minutes de questions-réponses. Ah, donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, hein, de vous présenter en fait une plateforme 3.9, je pense que c'est tout ce que, enfin, c'est surtout ce que vous souhaitez voir. Euh, au niveau des informations importantes sur les échéances à venir par rapport à peut-être des versions de Moodle que vous avez en place dans vos structures. Vous avez là un tableau d'échéances euh, avec des dates qu'il faudra absolument retenir et notamment euh, des informations importantes sur la version 3.5. En fait, ce qui est important de comprendre avec la version 3.9, c'est en fait la nouvelle version dite LTS, qui va être stable pendant 3 ans. Et de LTS qui veut dire Long Term Support. Donc, la précédente était la 3.5. Et vous voyez que cette précédente version, ça va se terminer le 10 mai 2021. Donc, il faudra pour ceux qui ont cette version-là d'anticiper cette migration vers la nouvelle version. Pourquoi? Parce qu'après ce moment-là, tout ce qui est mise à jour de sécurité ne sera plus en place et donc vous risquez, en fait, euh, n'importe quelle plateforme web, vous risquez d'être dans une situation où, à risque avec la potentiel piratage ou autre de votre plateforme. Donc voilà, veillez à cette partie-là. C'est quelque chose que vous trouvez assez facilement. Vous tapez historique version Moodle et vous avez ces différentes dates d'échéance. Alors celle-ci est moins connue, la 3.7, là vous voyez, elle est déjà en fait, elle arrive rapidement à échéance. Donc vraiment, gardez en tête ce côté-là. Donc, si vous êtes sur une version LTS 300, n'hésitez pas à pousser la version sur la 3.9. Cette version-là sera du coup valable jusqu'en 2023, avec des versions bien évidemment intermédiaires comme le 3.7 et 3.8 pour la 3.5, mais gardez en tête ce système-là. Euh, Avant encore une fois de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites informations sur les versions antérieures, avant la version 3.9. Il y a eu beaucoup de choses de faites déjà, hein, la mise en conformité RGPD. Alors ça, ce message-là, c'est à destination de ceux qui sont même pas sur la 3.5. Hein, si ça existe encore, hein, il y a des gens qui sont encore sur des anciennes versions qui ne sont pas les anciennes versions de la 3.5. Sachez qu'en fait, toutes les plateformes avant la 3.3, la version 3.3, ne sont pas conformes à RGPD. Donc, si vous exercez sur le sol français sans même européen, sachez que vous devez vous en conformité avec la réglementation RGPD. Donc, faites attention à cette partie-là également. C'est quelque chose qui est natif depuis la 3.4 et avant sous forme de plugins. S'ils ne sont pas installés, veuillez les installer. On a ensuite un certain nombre de choses qui sont apparues entre ces 3.5 et maintenant cette 3.9. C'est l'amélioration du tableau de bord avec l'apparition des tuiles, l'amélioration de la messagerie, la possibilité, et j'en parlerai un petit peu de manière précise, on utilise l'éditeur Atto, la possibilité d'enregistrer du son, de la vidéo depuis l'éditeur, de l'incorporer comme un énoncé de devoir. On a l'apparition des champs personnalisés de cours qui nous permettent de pousser de l'information, notamment le temps disponible pour l'utilisateur, des informations complémentaires liées au cours, euh, un peu comme le champ de profil qui existe, hein, donc le champ personnalisé de cours qui permet de qualifier, enfin d'affiner un peu les informations que vous poussez sur vos cours. L'amélioration de l'ergonomie générale avec le système lié en fait, au
thème Boost qui impose en fait compartimentation des actions, le volet de navigation gauche, la partie centrale et la partie latérale droite pour les blocs. L'amélioration de l'application Moodle, l'application mobile, je sais pas pourquoi j'ai mis Moodle. La gestion des analyses de données d'apprentissage avec un plugin qui est en fait additionnel et qui est maintenant natif de Moodle. Une amélioration de l'attribution des badges, et on verra la possibilité avec les badges 2.0, 2.1 de créer et d'importer vos backpacks. Et puis on a eu la première phase d'intégration d'H5P, on va voir la seconde avec la 3.9, puis ensuite des petites modifications sur les activités, sur des capacités supplémentaires à RGPD, la possibilité de mettre des thèmes par cohorte, intéressant pour si vous avez l'intention de distinguer vos publics et de mettre en place en fait un design différent en fonction de votre public. Alors, plein de choses qui existent et qui vont continuer à s'améliorer progressivement. Donc, il y a des choses qui ne sont pas figées, il y a des choses qui sont figées dans le temps, en tout cas qui sont de côté, on essaierait d'en parler, et d'autres qui vont continuer à évoluer avec la version 3.9 et 4.0. Je vais partager mon écran maintenant pour rentrer dans le vif du sujet de quoi ressemble une plateforme, quoi peut ressembler une plateforme 3.9. Alors je vais partager mon écran, il va peut-être y avoir une coupure. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien mon écran. Normalement, vous devriez le voir. Juste pour répondre rapidement à une question, oui, vous ne pouvez pas voir les commentaires des autres participants, c'est normal, on a bloqué en fait, pour éviter que tout le monde s'échange entre tout le monde. Comme en fait, je suis tout seul à faire le webinaire, tout le monde commence à échanger, je vais être, risque d'être la foire pour moi. Voilà, donc juste m'indiquer si vous voyez bien mon écran, normalement vous devez avoir une plateforme avec marqué innovation en haut, nouvelle version LTS, un slide en fait, avec des blocs. Est-ce que je vous ai tous perdus? C'est bon, merci beaucoup. Alors premier point important sur cette version 3.9, la partie ergonomique. Alors je suis volontairement passé sur un thème qui n'est pas le thème standard de Moodle. Je vais faire une petite aparté par rapport à ça. Le thème standard de Moodle, vous le savez peut-être pas, mais c'est un thème qui s'appelle Boost. Le thème que je vous présente aujourd'hui, c'est un thème qui s'appelle Fortson. Le thème Fortson est basé sur Boost, c'est-à-dire que c'est un thème enfant de Boost. Donc il y a des fonctionnalités qui sont récupérées de Boost et d'autres qui ont été modifiées pour permettre d'avoir un affichage plus ergonomique, une interface utilisateur et une expérience utilisateur améliorée, etc. Donc il y a des choses qui, normalement, sont, euh, sont amenées par la version 3.9 dans Boost, que je ne vais pas vous montrer, et qui sont finalement déjà présentes en fait, dans le thème que j'utilise depuis un moment, donc les Fortson. Et parmi ces éléments-là, on retrouve le petit bouton qui permet de remonter en haut, qui n'était pas natif dans Moodle précédemment et dans Boost, et qui est maintenant intégré nativement. Toujours sur cette partie en fait ergonomique et de manière générale sur les futures versions, sachez qu'il y a une volonté vraiment importante de la part de Moodle et il y a une prise de conscience également importante de la part de Moodle HQ d'améliorer tout le côté ergonomique. Donc il y a vraiment cette volonté d'avoir un retour d'expérience des utilisateurs. Et on va le voir que ça va même plus loin parce que maintenant avec la version 3.9, on a la possibilité de dialoguer, de pousser de l'information directement auprès de Moodle HQ, donc de faire des feedbacks directement auprès de Moodle HQ. Et donc, ils ont cette volonté d'emmagasiner un maximum d'informations pour pouvoir derrière, alors ce sera certainement un gros chantier, donc certainement sur la 4.0, on en parlera, je pense, à la fin de ce webinaire sur la roadmap. Et ils ont vraiment l'intention de restructurer de manière assez globale euh, l'agencement pour le rendre plus ergonomique. Voilà, donc, de manière globale, sachez que les choses avancent, elles avancent progressivement, mais il y a vraiment cette volonté d'améliorer l'expérience utilisateur. C'est un point qui est primordial pour nous et enfin, pour Moodle HQ et encore plus pour les partenaires que nous sommes. Euh, à ce propos, je sais que vous avez tous en fait, enfin, certainement vous avez tous en fait choisi des thèmes. Veillez à être le plus proche possible du thème Boost parce que tous les développements qui vont être faits sur les sauts de version Future 4.0, etc., seront faits sur ce thème-là. Enfin, en tout cas, seront testés sur ce thème-là. Et sachez également que la plupart des plugins qui sont installés sont dans la plupart du temps testés sur ce thème-là, le thème Boost qui est le thème standard. Donc veillez à utiliser en fait un thème qui se rapproche le plus possible de Boost
qui permet quand même d'améliorer bien évidemment l'ergonomie, mais qui je trouve reste pas trop distant de Boost. Toujours dans cette même lignée, et après on rentrera dans les fonctionnalités, veillez à bien utiliser, si c'est possible, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont habitués à utiliser l'autre éditeur, mais veillez à utiliser l'éditeur Atto. L'éditeur Atto, qui est l'éditeur en fait qui est mis en avant par Moodle, et on va le voir, il y a certaines fonctionnalités, notamment l'intégration d'HMP, des boutons, qui ne sont disponibles que sur cet éditeur-là. Voilà, donc Boost, un thème proche de Boost, et un éditeur, l'éditeur Atto, l'éditeur standard de Moodle, et qui est, sur lequel sont faits les différents développements. Euh, voilà, donc il y a des choses qui changent, hein, par rapport à ce que vous allez voir quand vous allez installer votre version de Boost, hein. J'ai moi-même intégré des plugins, etc. Grossièrement, voici les différents niveaux d'amélioration euh, qu'on va retrouver sur la version 3.9. Certaines sont, pour moi, ont plus d'intérêt que d'autres, donc j'appuierai certainement plus des points qui me semblent primordiaux dans le fonctionnement, dans ce que ce que je me fais de la construction d'un cours, d'un point de vue industriel, etc. Je mettrai peut-être plus de temps sur d'autres, sur certains éléments plus que sur d'autres. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Si je n'appuie pas, on pourra toujours imaginer une démo plus complète si besoin. Le premier point, c'est l'intégration native d'H5P, avec cette possibilité, enfin différentes possibilités d'intégrer du contenu. Alors pour ceux qui ont une version antérieure, sachez que c'était pas possible, hein, de construire du contenu par exemple sur une version 3.8. Il fallait pour cela insérer le plugin H5P. Maintenant, on a quelque chose qui voit le jour, qui vous permet de construire en fait des éléments d'H5P directement dans ce qu'on appelle une banque de contenu. Banque de contenu qui va être propre en fait à chaque cours, à chaque contexte. On va pouvoir comme ça construire du contenu qui va pouvoir être réutilisé dans les différents cours. Donc, à quoi ressemble la banque de contenu? Euh, voilà, alors là, moi j'ai téléchargé juste deux éléments. Vous voyez que vous avez un bouton qui vous permet de déposer du contenu H5P, et derrière vous allez pouvoir créer du contenu H5P sur les bibliothèques qui sont installées sur votre plateforme. Alors attention, à ce niveau-là, il y a un petit truc, moi je me suis cassé les dents dessus. Je suis sur une version locale, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis en fait sur mon ordinateur. Donc mon ordinateur ne communique pas forcément avec h5p.org. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand vous mettez à jour votre Moodle, ce H5P, donc intégré nativement dans 1.3.9, va aller vérifier si il y a des bibliothèques nouvelles qui existent, et va les récupérer, les intégrer pour vous donner la capacité de concevoir vos contenus H5P. Donc en standard, si votre tâche planifiée qui permet en fait d'aller récupérer cette information n'est pas active, vous n'aurez rien. Méfiez-vous de ça, hein, c'est quelque chose qui c'est pas un bug, c'est juste que si vous n'exécutez pas la tâche planifiée qui permet de mettre à jour le contenu H5P, bah, vous n'aurez rien dans l'élément ajouté. Alors vous pouvez bien évidemment, si vous n'avez pas la capacité de mettre à jour cet élément-là par le biais de la tâche planifiée, vous pouvez déposer des éléments, et par défaut, du coup, bah, là par exemple, j'ai inséré en fait une activité qui est une activité vidéo interactive qui comporte d'autres sous-activités d'H5P. Donc le fait d'intégrer ça m'a permis d'avoir à disposition un certain nombre déjà d'éléments. Alors voilà, vous pouvez tout simplement aller dans le paramètre du cours, de le paramètre, excusez-moi, de la plateforme, et aller directement gérer les réglages. Donc là, c'est toute la partie applicative pour voir comment ça se fait, et gérer les types de contenu. Et c'est à ce niveau-là que vous pouvez en fait télécharger du contenu qui va du coup alimenter les différentes bibliothèques H5P disponibles sur votre plateforme, et notamment sur la banque de contenu. Voilà, donc, c'est un point qui est quand même à garder en tête, hein, ce point-là. Première possibilité, je vais aller dans la banque de contenu, je vais déposer des éléments que j'ai stockés sur mon ordinateur ou que j'ai créés d'une autre manière, et où je vais passer par la possibilité d'ajouter un contenu directement. Alors par rapport à ça, vous voyez qu'on peut très bien donc insérer du contenu, et, euh, et derrière, on va des choses qui n'existaient pas, mais on va pouvoir du coup intégrer du contenu directement, et s'en servir comme. Alors attention, là, on n'insère pas une activité, on insère une capsule qui va pouvoir servir à, comme trame de départ à une activité H5P qu'on va concevoir. Là, vous voyez, on n'a pas de notion de note ou quoi que ce soit, on est juste dans l'activité elle-même. Là, en l'occurrence, j'ai choisi
un choix simple, un test choix simple. Première donc, possibilité, on intègre du contenu directement. Une fois qu'il est intégré, on peut très bien revenir dessus et le modifier si on souhaite. Hein. On va du coup peupler en fait notre banque de contenu d'éléments qui va pouvoir servir derrière à alimenter nos cours. Alors après, comment ça se fait au niveau de l'alimentation du cours? Je reviens sur mon cours et je vais pouvoir derrière insérer de deux manières mon contenu. Là, il faut bien évidemment activer le mode édition, hein. Alors à ce propos, l'activation du mode édition sur la version de Boost ne sera pas présente ici, ça c'est propre au Tenforson. Vous allez le retrouver ici en fait, hein, ce bouton. Ça fait partie des ergonomies qui ont été changées. On a le bouton qui permet d'activer le mode édition qui est présent en fait partout sur la partie en fait, la tétière de votre cours. Voilà, donc là j'ai déjà intégré un H5P et si je clique sur ajouter une activité, une ressource, j'en parlerai plus tard, hein, sur ce panneau qui change complètement pour ceux qui connaissent les versions antérieures. Vous voyez qu'on a en fait la possibilité d'intégrer H5P ici et H5P là. Ça correspond au plugin qui est installé directement. On installe le plugin additionnel qui va vous permettre de concevoir du H5P et ça c'est ce qui existe maintenant avec la version 3.9 et qui vous permet du coup nativement d'incorporer du contenu H5P. Si je clique dessus, je vais tomber directement sur la possibilité donc de taper un titre et d'aller chercher, par le biais de mon fichier de pactage, ma banque de contenu et d'aller chercher mon contenu. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut soit créer un alias. Donc là, c'est quelque chose qui va en fait, dans ma banque de contenu, l'élément ne va pas changer et c'est ça qui va en fait, je changerai cet élément-là pour le déployer sur l'ensemble des cours sur lequel il est utilisé, ou je fais une copie de ce fichier et dans ce cas-là, je pars sur une copie propre et je ne mets pas, je pourrais mettre à jour directement mon fichier depuis l'interface du cours. Alors, une fois que j'ai sélectionné ce fichier, il est présent et c'est à ce niveau-là que je vais pouvoir après jouer sur le carnet de notes, le note pour passer avec la notion de plan, etc. et les options de tentative qui vont me permettre derrière d'avoir un état des lieux de ce qui a été fait en termes de tentative et autres. Voilà, donc là, le H1P, premier élément, qui permet d'insérer un contenu en passant par la banque de contenu. Deuxième élément possible, on va cette fois-ci, c'est un bouton qui existait déjà, hein, utiliser l'étiquette. Cette étiquette qui permettra, vous voyez, par le bouton, encore une fois, sur Atto, d'insérer un contenu H5P directement. Et là, on va toujours simplement parcourir la banque de contenu et aller chercher mon contenu directement. Toujours pareil, soit je crée une alias, soit je crée mon élément. Je l'insère, mon fichier. Alors là, la différence, c'est que dans un cas, je vais avoir un contenu qui s'affiche par le biais d'un lien qui va ouvrir un H5P dans une nouvelle fenêtre, alors que là, dans un nouvel onglet, alors que là, par contre, ça s'affiche directement dans la zone de contenu. Et là, on a vraiment ce suivi de notes, etc. Alors, comment se fait ce suivi de notes? Si je rentre dans une activité H5P, vous voyez, donc là, je suis enregistré en tant qu'enseignant dans ce cours, donc il me met que si je fais des tentatives, elles ne sont pas enregistrées. Ça paraît normal, hein, c'est exactement ce qui se passe actuellement quand on est en mode, quand on est sur un quiz. Mais par contre, on a un bouton consulter les dernières tentatives, et là, on voit que j'ai deux utilisateurs qui ont effectué des tentatives sur cette activité-là, et je peux après derrière voir les différentes tentatives, le temps qu'ils y ont passé, le score qu'ils ont obtenu, et puis je peux aller visualiser la tentative obtenue. Alors, on n'a pas pour l'instant d'export possible, mais je pense que ça va venir incessamment sous peu. Donc là, pour l'instant, on est sur juste quelque chose qui nous permet de remonter de l'information et surtout de voir les tentatives, ce qui n'était pas le cas. Donc derrière, vous imaginez, donc on peut du coup utiliser comment s'appelle H5P comme peut-être des activités, en tout cas des évaluations autres que formatives. Voilà, donc plusieurs possibilités d'intégrer du contenu H5P par le biais de l'étiquette, par le biais comment s'appelle, de la banque de contenu, qui nous permet de concevoir du contenu basique qui va pouvoir être utilisé directement ou être modifié par la suite. Donc ça, c'est le premier point, intégration native d'H5P. Donc là, on n'a plus besoin d'intégrer le plugin qui permet de construire du contenu H5P. On l'a directement par le biais de la banque de contenu, si tant est qu'effectivement, on ait cette tâche planifiée qui est tournée et qui nous est permis de récupérer toutes les bibliothèques intéressantes.
Vous l'avez vu, je vais vous en parler un peu plus en détail. Le deuxième point, c'est, avant de parler de l'accessibilité, c'est l'amélioration de ce bouton qui permet d'ajouter des activités, des ressources. Euh, alors j'en avais parlé moi sur un webinaire précédent, ça faisait partie de la roadmap. Donc voilà ce qui a été fait. On a en fait différents onglets en haut. Soit on a toutes les activités qui s'affichent, soit on a la distinction des activités, ce qui est tagué comme activité, ce qui est tagué par ressources. Et puis en plus de ça, on a un élément qui peut être administré par un administrateur et qui permet de décider comment s'appelle des activités ressources qui vont être recommandées à l'utilisation. L'utilisateur a quand même la possibilité de cocher en fait les cases et des éléments qui lui sont propres. Et vous voyez, auquel cas, dès qu'on commence à cocher et à mettre en favori des éléments, on a ces éléments qui apparaissent dans un nouvel onglet qui n'apparaît pas tant qu'on n'a pas mis en place ce système-là. On a le choix, hein, des choix qui sont assez restrictifs finalement, de décider de ce qu'on affiche. On affiche que les favoris, est-ce qu'on affiche les recommandés, etc. Enfin, au niveau de l'administration, on peut jouer là-dessus. L'avantage, effectivement, c'est que du coup, on peut faire un focus particulier sur des éléments, euh, euh, des éléments qui sont propres à, à, à l'utilisation qu'on se fera de la plateforme d'un point de vue ingénierie pédagogique. Alors, j'ai une question, qui me permet de répondre de suite parce que pour le coup, sinon, c'est effectivement, si je comprends que ce soit incompréhensible. Alors, j'ai pas précisé effectivement ce qu'était un contenu H5P. H5P, c'est un contenu en fait dynamique. C'est une bibliothèque un plugin qui était en fait additionnel à la base et qui permet en fait d'insérer assez rapidement euh, du contenu dynamique. Voilà toutes les activités que vous pouvez insérer dans H5P. Effectivement, comme c'est assez connu, je suis désolé de ne pas avoir précisé ça, mais H5P est une activité qui va vous permettre de créer de la vidéo interactive, de la présentation, du branching scénario avec des scénarios pédagogiques évolutifs, etc., etc., des mots cachés, du drag and drop, etc., etc. Répondre rapidement à la question. Donc voilà, cette notion d'activité ressource, de bloc qui permet déjà de faire un tri natif et d'aiguiller les ingénieurs pédagogiques sur les activités recommandées parce que intéressant. Oui, moi par exemple sur les recommandés, je suis resté sur quelque chose de basique. J'ai mon activité feedback qui me permet de remonter de l'information, enfin de faire du questionnaire qualité. J'ai le forum qui permet d'échanger, HMP qui dynamise, le pactage corn pour tout ce qui est externe, l'étiquette pour améliorer l'ergonomie et le graphisme de mon cours, et la petite viewer et test qui permet de mettre en place des évaluations sommatives ou formatives. Voilà, donc cet élément-là qui permet donc d'améliorer déjà et de trier les activités. Encore une fois, on est sur quelque chose qui améliore l'ergonomie et l'expérience utilisateur avec ce système-là. Euh, Autre chose, alors l'amélioration de la vérification de l'accessibilité. Et alors, de point de vue général, ça, il y a quelque chose qui a été fait sur la 3.9, qui est un audit sur la nécessité d'amélioration de certains points par rapport justement à l'accessibilité de la plateforme. Euh, donc il y a différentes choses qui ont été faites, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des petits éléments. Par exemple, en accessibilité, vous avez en langage informatique, vous avez différentes manières de mettre quelque chose en gras, et il faut utiliser certaines balises, notamment la balise strong, qui permet voilà, de définir que le texte est en gras dans les navigateurs qui supportent justement cette notion d'accessibilité. Bon, il y a des choses qui n'étaient pas bien faites dans Moodle, elles ont été améliorées, donc là, c'est des choses que vous ne verrez pas forcément. D'autres choses qui sont par contre intéressantes et qui, encore une fois, touchent à l'éditeur Atto, ça va être par exemple la possibilité quand on insère un contenu dans une étiquette, euh, donc quelque chose qui va s'afficher directement, d'avoir une vérification de contrôle d'accessibilité. Donc en gros, en fonction des informations que vous allez taper, vous allez avoir en fait un bouton qui va vous dire, bah là, oui, c'est bon, il n'y a rien à déclarer. Donc là, il me dit bravo parce qu'effectivement, j'ai rien qui est problématique. Mais par contre, si j'avais une image qui n'était pas, euh, 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 par exemple, décrite, qui est un élément important hein, quand on insère une image, j'aurais un message d'erreur qui me dit attention, ça s'est amélioré pour faire en sorte que l'accessibilité soit la plus performante possible. Là, vous voyez, c'est notamment la propriété sur l'image. Quand cette case n'est pas cochée et qu'on enregistre une image, on a un gros message d'erreur qui dit attention, si c'est une image qui doit servir
dans un but pédagogique, il faut qu'elle soit décrite pour le côté accessibilité. Alors ça, c'est ce qui a été fait. Ça, ce développement existait déjà, hein, sur Atto. Il y a eu une amélioration sur l'importance du descriptif d'image. Et puis, il y a d'autres choses, encore une fois, qui ont été faites qui ne sont pas visibles. Vous avez aussi un plugin, hein, qui fonctionne très bien, qui permet notamment de générer en fait un système d'accessibilité avec l'augmentation de la police, etc. C'est un plugin qui est très ancien, je crois, qui existe en tout cas qui est valide jusqu'à la 3.1, mais qui est encore compatible. Enfin, je l'ai installé moi, qui est encore compatible avec la 3.9 et qui fonctionne. Donc, en plus de ce qui a été effectué, vous pouvez très bien, pour aller au-delà de l'accessibilité, c'est des choses qui sont normalement prises en charge par les navigateurs. Donc, il faut plus de navigateurs. Donc, il faut plus s'attendre à ce que ce soit la plateforme elle-même qui ait mis en place des choses qui permettent justement pour ces navigateurs spécifiques d'avoir les bonnes informations au bon endroit que d'essayer de jouer avec ces éléments. Alors, c'est faisable. J'en ai parlé, modification de sélecteur de ressources et d'activités. Et ensuite, on passe à l'intégration au réseau Moodle.net. Vous en avez peut-être entendu parler, mais le Moodle.net, c'est ce qui initialement permettait de déposer du contenu et d'aller chercher du contenu, donc du contenu pédagogique, donc des sauvegardes de cours. Alors, il a été mis comment ça s'appelle, en attente pendant un moment, justement pour une refonte complète. Et on a maintenant la possibilité d'aller directement piocher quand c'est activé, quand cette fonctionnalité est activée, d'aller directement piocher des informations qui sont sur MoodleNet. Donc là, il suffit d'activer au niveau de l'administration de la plateforme ce système de MoodleNet, hein, donc avec l'instance correspondante. Et si je retourne sur mon cours et que j'active le mode édition, au niveau du sélecteur d'activité de ressources, je vais avoir derrière la possibilité d'aller piocher, vous voyez, du contenu qui est présent sur MoodleNet. Donc là, je vais pouvoir aller chercher. Il faut que je me connecte, hein, il faut que je me connecte à la plateforme. Une fois que je suis connecté, je vais pouvoir déposer du contenu et en récupérer. Le contenu qui sera libre. Je pense qu'à terme, il y aura du contenu payant et gratuit. Une fois que vous l'avez intégré, vous pouvez déposer ce contenu dans votre capsule de cours. Alors, ça peut aller d'un contenu simple, hein, d'un contenu plus complexe, comme un cours complet. Alors, il y a tout un système où il faut vérifier, bien évidemment, que la compatibilité de ce que vous chargez par rapport à plugins qui sont installés sur votre plateforme. Voilà. C'est un élément qui peut être intéressant également, ce système de réseau MoodleNet. D'un point de vue général, j'en ai parlé, mais l'amélioration de l'utilisateur, l'interface utilisateur, le bouton activer le mode édition qui n'est pas présent parce que je suis encore une fois sur une version de Forson mais qui est présent sur Boost. Sur Forson, il est ici. On a, vous voyez, ce système de comment s'appelle le bouton. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, il ressemble à ça, ce bouton, quand il n'est pas désactivé. Là, comme j'ai déjà présent en fait je suis sur un cours, comme j'ai déjà présent en haut, ils l'ont désactivé, mais normalement, voilà à quoi il ressemble. C'est ce système-là de bouton qui permet d'activer le mode édition plus facilement sans aller dans le menu contextuel du cours. Euh, voilà, ajouter, on a un bouton qui permet de supprimer en lot le fichier de dépôt personnalisé. Donc là, ça ressemble à ça en fait, hein, le fichier personnel avec la possibilité de naviguer. Là, ils ont rajouté quelque chose qui permet de manière globale de cocher ce qui n'existait pas, hein, de supprimer de manière globale des choses ou de télécharger de manière globale des éléments directement. Donc voilà, ça c'est des petits points. Le revenir en haut, alors c'est quelque chose qui existait avant, donc c'est pas non plus un truc transcendant, hein, mais c'est un point qui est intéressant. La restriction d'accès basée sur la complétion d'une activité précédente. Donc ça c'est un point qui pour moi est intéressant parce que ça permet de créer une relation entre les éléments et surtout vous pouvez déplacer vos éléments sans risque que la complétion change pour l'utilisateur. À quel endroit ça se situe? Si j'active le mode édition et que je vais modifier par exemple une activité, une ressource, j'ai la possibilité derrière de mettre en place, ça j'espère que vous le savez, hein, mais vous avez la possibilité de mettre en place des restrictions d'accès. Et parmi ces restrictions d'accès, on a l'achèvement d'activité, on peut sélectionner, donc on a les activités qui existent, hein, sur mon cours, on a la possibilité d'aller créer, récupérer l'activité précédente avec achèvement. Donc là, il va aller sélectionner celle qui, au niveau de l'ordre de création, enfin pas de l'ordre de création, mais de l'ordre d'affichage, va être la précédente. Il va
analyser ce qui a été mis en place dans l'achèvement, et en fonction de ça, bah, cette capsule-là sera achevée. Ce qui est intéressant, c'est que si on change l'activité précédente, ça n'a pas d'impact sur ce qui a déjà été achevé pour l'utilisateur. C'est un point qui peut être intéressant. Euh, voilà, donc ensuite, des choses, encore une fois, vous ne verrez pas l'amélioration technique de certaines fonctionnalités, l'export XLS pour les rapports, le player HTML5 qui se met directement en place. Dans l'éditeur Atto, on a la possibilité de faire du copier-coller d'image. Donc ça veut dire que vous êtes sur un site internet, vous voulez copier un texte plus des images. Donc, normalement, si vous êtes sur Mozilla et Chrome, moi j'ai pas vu de problème particulier, vous pouvez directement copier dans l'éditeur et ça va vous copier les images. Attention, les images vont correspondre à des images qui seront en fait externes, hein. Si vous souhaitez les intégrer directement sur votre plateforme, il faudra bien évidemment effectuer une opération supplémentaire et mettre une licence parce que ces images-là sont certainement soumises à licence. Deux derniers points, un point important qui était en fait avant quelque chose qui était disponible dans les comment s'appelle les fonctionnalités encore en développement, donc réglages expérimentaux. Donc là, maintenant, il est natif dans la version 3.9 et il est également directement intégré dans le quiz. On a cette possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le Safe Exam Browser, donc le navigateur d'examen sécurisé qui permet dans un quiz de forcer l'utilisation de cet élément-là, euh, l'utilisation, le téléchargement de ce navigateur-là, et de pousser en fait un certain nombre de paramétrages euh, propres à ce navigateur. Donc concrètement, comment ça se passe dans un quiz? euh, Si vous modifiez le paramètre du quiz, vous avez en fait quelque chose qui apparaît qui n'existait pas avant, qui est Safe Exam Browser, et là vous avez donc la possibilité d'activer ce système-là avec de différentes manières. Soit vous l'activez et vous le configurez manuellement, soit vous allez proposer une configuration préétablie en téléchargeant cette proposition, soit vous pouvez utiliser la configuration du client du navigateur par défaut, soit, et cet élément n'apparaît pas, si je crée un template de configuration en tant qu'admin, j'aurai la possibilité de le choisir ici. Alors vous voyez, après, vous avez différents éléments. Alors, à quoi ça sert? Ça sert surtout en fait à sécuriser le quiz pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, par exemple, des choses qui s'ouvrent, qui puissent, je sais pas moi, par exemple, le fait qu'on ne puisse pas recharger la page, le fait d'afficher l'heure, le fait de fixer en fait le réseau Wi-Fi qui est autorisé, le contrôle audio. Est-ce qu'il y a un contrôle orthographique ou non sur ce navigateur? Si vous faites une dictée, par exemple, il faut que l'utilisateur soit pas aidé de quelque chose. On a ensuite la possibilité d'activer le filtrage. Là, on aura du coup des éléments supplémentaires avec des expressions régulières qui pourront permettre derrière de filtrer des accès à, je sais pas moi, certains éléments, Wikipédia, etc., etc. Wikimedia, enfin des choses qui pourront aider l'utilisateur dans la réponse à effectuer, enfin, en tout cas dans le test qui est créé quelque chose également, le mot de passe pour quitter, qui peut être fourni à la fin du test lui-même, une fois qu'un certain nombre de choses sont remplies, et qui du coup valide le départ de l'utilisateur du Safe Exam Router. Donc plein de choses comme ça qui peuvent être conçues de manière manuelle ou dynamiquement par le biais d'un template de configuration qui va du coup sécuriser un peu plus ce qui se passe à distance au niveau de ce quiz. Alors, pour l'instant, cet élément-là n'existe que pour le quiz, hein. Vous n'aurez pas sur d'autres activités, comme par exemple le devoir, enfin d'autres activités qui sont potentiellement notées. Euh, Un dernier point qui me semble être, avec H5P et le Safe Exam Browser, des éléments qui sont très très importants, mis à part effectivement l'accessibilité, hein, mais un point qui pour le coup, euh, va plaire à pas mal d'ingénieurs pédagogiques. Euh, c'est la copie de cours simplifiés. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas, mais il y a un plugin qui existe, toujours valable, jusqu'à la version 3.8 qui permet de faire des templates de cours, donc de copier-coller assez facilement des cours. Alors,
la copie se fait de manière globale, c'est-à-dire que vous copiez à la fois les blocs, l'agencement, les activités, etc. etc. Donc vous avez, c'est pas juste une copie avec certains éléments comme le titre, etc. Vous copiez vraiment coller l'ensemble. Donc ça, c'est une activité, une fonctionnalité qui était additionnelle avant, à partir de la 3.8, et qui est plus native, et elle peut se faire de différentes manières. Donc ce copier-coller peut se faire au niveau alors de la comment ça s'appelle, vous savez quand vous activez le mode édition, un bouton qui vous permet de faire du copier-coller quand on est sur Boost. Dans le cas de Forson, il est dans l'administration, dans la gestion du cours. Ici, vous voyez, vous avez la possibilité de copier le cours. Et là, on va tomber sur une interface qui dit bon ben voilà, le titre que vous allez utiliser. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'activer l'intégration des utilisateurs ou non. Et ce qu'on inclut également les inscriptions de rôle des enseignants, etc. Voilà. Donc là, c'est ça, c'est un point qui est intéressant, ça peut vraiment faire un copier-coller en récupérant l'ensemble de la structure. Donc, vous voyez où je veux en venir, mais ça vous permet, par exemple, dans une catégorie cachée, de concevoir des cours formatés d'une certaine manière et vous en servir pour concevoir un nouveau contenu. Donc ça, c'est la première opération possible. Je pars d'un cours existant et depuis le cours directement, dans le menu d'administration du cours, je vais pouvoir faire un copier-coller de contenu. On a un autre élément qui apparaît, cette fois-ci plutôt à destination des administrateurs. Dans la gestion des cours euh, et catégories, on a un bouton qui voit le jour qui nous permet de faire de la duplication de contenu, donc de faire du copier-coller de cours. Donc, la même opération que je vous ai montré tout à l'heure, là je vais avoir une interface qui va me permettre de dire que je conserve, enfin, est-ce que je conserve les données utilisateurs ou non, et surtout en fait dans quelle catégorie je vais pouvoir recopier ce cours, et donc partir d'une copie vraiment en quelques clics, déjà préformatée d'une certaine manière. Voilà pour les grosses fonctionnalités. Je vais juste m'assurer que j'ai rien oublié d'autre. Bon, après, il y a des choses qui ne sont pas forcément visibles, hein, mais on a parlé d'H5P, il y a une amélioration de l'interaction avec H5P. Vous avez des rôles et des capacités web qui ont été améliorées. Oui, j'en ai pas parlé, c'est un point effectivement qui est intéressant. L'amélioration du bloc quand on est sur les participants, la possibilité, avant c'était un peu laborieux, on n'avait que ça en fait, hein, on n'avait que la possibilité de trier par nom ou par groupe. Là, on a la possibilité maintenant de générer des filtres, et vous voyez qu'on peut ajouter autant de filtres. Il y a un problème de traduction, il faut attendre, ça va être certainement être fait, mais je pense que c'est soit en fait, vous voyez, quand on ajoute des filtres, on peut sélectionner, ajouter un filtre complet. Et puis, vous voyez, j'ai un ou qui apparaît, le rôle, et donc je peux comme ça appliquer des filtres pour trier mes utilisateurs. Et alors j'ai soit, c'est toutes mes règles sont en ou, c'est-à-dire c'est soit ça ou ça. Donc c'est là, je pense qu'il était ces correspondances sur au moins un seul des éléments suivants. Tout correspond au et. Là, il faut que toutes les règles soient valides pour que le filtre soit actif, et auquel cas je vais avoir uniquement les gens qui sont correspondent à un mot-clé suivant, plus au rôle, je ne sais pas moi, d'enseignant par exemple. Voilà, donc c'est quelque chose qui permet d'améliorer le tri des utilisateurs quand on est sur la partie apprenant, enfin participant du cours. On a également la possibilité de créer de nouveaux backpacks avec l'apparition d'OpenBash 2.1. Donc l'audit d'accessibilité, j'en ai parlé. Euh, la partie utilisateur également. Voilà, après on a bon, encore une fois des choses qui nous concernent, enfin, en tout cas vous ne verrez pas forcément, mais l'amélioration de l'API. On a sur ce côté du coup feedback avec un lien permanent vers un formulaire de Moodle qui permet de recueillir des informations d'ordre plutôt de questionnaire qualité, d'ordre de qualité, directement par Moodle HQ, etc., etc. Voilà pour les différents éléments. Je vais finir sur ce webinaire en vous parlant. J'ai arrêté le partage. Normalement, je suis revenu sur comment s'appelle mon cours. Voilà.
Et juste vous parler du coup de la roadmap pour la 4.0, après je répondrai aux questions. Normalement, cette 4.0 est censée arriver très rapidement. On est sur une sortie à peu près tous les ans. Là, on va être sur une sortie qui va être dans un an et demi. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment, encore une fois, cette volonté d'améliorer l'UX et ou l'architecture de Moodle. Donc la 4.0 va être un palier important sur cette partie-là. Donc il se donne 6 mois supplémentaires. Donc on aura des nouvelles. Je vous donnerai certainement des nouvelles euh, vraiment quand j'en aurai un peu plus sur ce qui va se passer au niveau de l'amélioration de l'interface utilisateur. Mais ce qui est important, c'est de garder en tête qu'il y a cette prise de conscience et la volonté d'améliorer considérablement l'aspect ergonomique, et pour moi moins maintenant, mais qui est effectivement le point qui pêche un peu sur Moodle, en tout cas sur au moins 3 ans de ça. Je vais vous laisser ça en fond, c'est un prochain rendez-vous et je vais répondre aux questions sur le sujet. J'ai mis un petit peu plus de temps que prévu. Alors, je vais reprendre les questions. J'en ai pas beaucoup, j'ai l'impression. Ok, c'était l'histoire de son. Ensuite, alors pour un centre de formation, est-il mieux d'avoir Moodle ou Moodle Workplace? Honnêtement, ça c'est vraiment à voir au cas par cas. Moi, je vous conseille de solliciter une démo de Workplace pour vous rendre compte. Pour moi, il y a des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes dans Moodle Workplace qui permettent d'automatiser un certain nombre de tâches. Il y a cette notion d'entité, alors on s'éloigne un peu du sujet d'aujourd'hui, hein, mais cette notion d'entité qui vous permet de distinguer un auditoire et donc des actions par auditoire, et donc d'être en mesure de dire, ben voilà, si tu tel public, je te pousse tel élément, si tel autre public, je te pousse tel élément. Bon, enfin, là, c'est vraiment discuté, c'est difficile de répondre comme ça sans savoir exactement vos besoins, mais c'est quelque chose qu'on peut, en faisant une démo et en discutant assez simplement, on peut vous aiguiller sur l'une ou l'autre. Ok, donc le son, Ghislain, c'est bon, vraiment, c'est fait. Donc la partie H1P, j'en ai parlé. Enfin, j'espère que c'est clair pour tout le monde H1P. Si vous tapez h5p.org ou H5P sur Google, vous allez tomber sur toutes les activités qui sont disponibles euh, sur, euh, sur comment ça s'appelle sur H1P. Alors, il n'y en a qu'une qui est pas disponible, c'est celle qui ressemble à Prezi, qui correspond en fait à une sorte de navigation un peu particulière, mais en parallaxe, etc. Et sinon, la plupart sont en place et sont très faciles d'utilisation et apportent vraiment un dynamisme non négligeable sur les capsules pédagogiques de Moodle. L'avantage, effectivement, c'est que maintenant, c'est standard, il n'y a pas à connaître cette activité-là, vous allez la connaître a fortiori parce qu'elle sera native de Moodle. Euh, Petite question sur la banque de contenu. Euh, alors, je ne crois pas qu'on puisse s'organiser. Oh, si c'est une bonne question. Ça, je vais le voir. Il y a une question sur est-ce qu'on peut organiser en fait la banque de contenu. Euh, je, je vais voir de suite, mais à ma connaissance, c'est pas le cas. C'est vrai que euh, j'ai pas, non, je ne pense pas qu'on puisse créer des contenus supplémentaires, enfin des, euh, des, euh, comment ça s'appelle, des dossiers dans la banque de contenu. Ça viendra peut-être à terme vu qu'on est sur le même environnement, mais à ma connaissance, non. Euh, Alors, voilà, j'ai sur des questions assez pratiques hein, sur la banque de contenu. Est-ce qu'il vaut mieux centraliser pour que tout le monde puisse piocher dedans ou est-ce qu'il faut le faire dans un cours? Là, j'aurais tendance en fait à effectivement, ça dépend le nombre d'utilisateurs et la manière dont doit être scindé en fait le contenu, mais on peut imaginer effectivement une banque de contenu global et après bah, des éléments qui seront propres à chaque cours. Sachez que on peut faire les deux. Alors ce sera soit global, soit c'est assez binaire, hein, mais soit global, soit au cours. Euh, Moi, je pense que ça dépend vraiment du fonctionnement. Est-ce que le contenu H5P, donc là, ce sera peut-être juste à discuter ensemble de manière un peu plus pratique sur. J'ai une question concernant Moodle et actuellement, il est possible d'insérer une présentation généalique dans une ressource étiquette. Est-ce qu'il est possible d'intégrer le résultat d'un généalique dans une note pour Moodle? Alors, je ne connais pas.
J'en ai entendu parler, j'ai vu quelques éléments. Si c'est une capsule qui est intégrée directement sous forme d'étiquette, à ma connaissance, je ne vois pas comment Moodle pourrait récupérer ces informations. Donc, si un plugin qui existe Genially, là on pourra faire l'interface entre les carnets de notes ou les remontées, etc. Mais si c'est juste une intégration, comment s'appelle, qu'on appelle en iframe, donc en contenu embarqué, pour moi, il y aura pas de remontée. Ah, ça, c'est à creuser, hein. Est-il disponible en français ou est-il... Alors, le contenu Moodle.net, effectivement, l'interface est en anglais, mais c'était déjà le cas, hein, vous avez un tri par langue, mais vous pourriez normalement potentiellement avoir des contenus français, hein. D'ailleurs, sur un contenu international, vous aurez comment ça s'appelle, des contenus différents. Pour la partie Safe Exam Browser, donc oui, ça fonctionne pour l'instant que pour le test. En tout cas, l'élément intégré nativement est disponible que sur la phase de test. Et à ma connaissance, d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'exécutait que sur le test. Est-ce que Moodle compte mettre en place une solution pour avoir son propre site vitrine intégré à Moodle? Alors, là, on part loin, mais enfin, je pense qu'on s'éloigne un peu, mais si l'idée c'est de vendre en fait vos propres produits, vos propres capsules pédagogiques, je pense que l'idée c'est de développer Moodle.net. Après, côté Moodle Workplace, vous avez normalement, il y a la volonté d'améliorer le catalogue. Ce sera d'ailleurs l'objet, moi, de notre côté, on a bossé hein, sur un système de catalogue, etc., sur comment on peut disposer de l'information auprès des utilisateurs et un choix de cours. Excusez-moi, j'ai ma boîte Libéra et je bois un peu. Si votre volonté c'est de vendre du produit, sachez que dans la roadmap de Moodle, il y a quelque chose à améliorer, mais qui sera plus à destination des entreprises et donc des centres de formation, plus que Moodle lui-même. Peut-on faire un export de nos cours vers Moodle, vers WordPress? Tout à fait, oui, c'est sans aucun, enfin, il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez en fait, si tant est qu'il y ait les plugins qui existent de chaque côté, encore une fois, c'est reste de Moodle en derrière. Doit-on avoir une propre licence Moodle pour un usage avec ses élèves et soutien scolaire? Là, je comprends pas la question. En fait, Moodle est gratuit, donc il n'y a pas de notion de licence. Donc, sauf si vous utilisez Moodle WordPress, il n'y a pas de notion de licence. Vous pouvez utiliser autant de Moodle que vous voulez si tant est que vous avez les compétences en informatique pour le gérer derrière. J'ai des réponses que j'attendrai concernant HP, merci beaucoup. Quels sont les applicatifs dans Moodle et les plugins? Ouf, alors là, la Gisèle, je vous invite vraiment à revenir vers moi parce que ça nécessite vraiment une démo. Il y a énormément de choses qui peuvent être intégrées. Franchement, là, une démo serait la plus, enfin, serait plus judicieux parce que j'aurais beaucoup de choses à vous montrer intéressantes et on risquerait ma voix risquerait de complètement s'éteindre bon, alors là, on mettrait beaucoup plus de temps. Donc, je vous invite vraiment à revenir vers moi là-dessus. Ajouter une possibilité de restriction d'accès sur une activité en fonction du statut d'inscription, en cours, exemple formateur, éditeur, élément groupe. Aurélie, il y a plusieurs plugins qui permettent de le faire. Ça, c'est notamment en fonction du rôle, en fonction de profil utilisateur. Il y a plein de choses qui existent qui permettent de faire de la restriction d'accès dans le cours. Ça, encore une fois, ça c'est peut-être à affiner en fonction sur une démo, mais sur la banque de plugins de Moodle, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Peut-on faire de la classe virtuelle sur la plateforme? Encore une fois, hein, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais oui, vous avez plusieurs plugins qui existent, Zoom, Biblioton, ce qu'on utilise actuellement, qui est Classilio, qui fonctionne très très bien, par le biais du plugin VIA et d'autres. Jitsi notamment, qui est un plugin qui peut s'intégrer, qui permet d'utiliser la classe virtuelle Jitsi. D'ailleurs, à ce propos, le thème que je vais présenter, qui est le thème Portson, de manière native propose un bouton Jitsi. Cette version, donc là, pour Lisa, encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations, je pense qu'une démo serait vraiment enfin, plus efficace. Cette version 3.9, une démo personnalisée, j'entends. Cette version 3.9 permet-elle nativement de remonter d'infos d'un module réalisé? Oui. Oui, là, Olivier, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Si tant est que le SCORM
faut-il passer par un plugin SAPI? Bah, l'intégration d'un plugin via Articulate se fait généralement par le paquet SCORM. Si tant est que vous êtes sur le paquet SCORM 1.2, enfin, l'utilisation d'une librairie 1.2, il n'y a aucun problème, quelles que soient les versions. Nous sommes actuellement sur la version 3.5 Moodle. Peut-on imaginer passer en 3.9 sans risque de perte de données du courant? Ah, je ne m'avancerai pas là-dessus, Clara, je suis désolé. De notre côté, on a tout un audit en fait, qui permet de s'assurer que toutes les données vont être conservées, et notamment des données qui émanent de plugins additionnels qui ne sont peut-être pas fonctionnels sur la première. Donc ça, c'est difficile de répondre comme ça. Je, je suis confiant sur la possibilité de migrer de la 3.5 à la 3.9, mais à mon avis, si vous n'êtes pas sûr, faites appel à un partenaire pour vous assurer que ce sera fait comme il faut, quoi. Vous aurez l'assurance de ne pas abandonner. Je ne vends pas du tout mon produit, hein. Je pense que c'est quelque chose qui peut être fait sans connaissance, en déployant des choses, mais si vous voulez avoir l'assurance d'eux, bah, c'est de passer comme ça, quoi. Comment apparaît un élément HMP dans le tableau de suivi d'achèvement d'activité? Ah bah bon, là c'est une activité classique, hein, donc enfin, je ne vais pas le reprendre, mais c'est une ligne qui existe comme un contenu classique de Moodle. Alors maintenant, elle a en plus un rapport qui permet d'avoir des données sur la note obtenue, etc., etc. Est-ce un nous d'intégrer les plugins? Oui, tout à fait. Oui. Enfin, alors là c'est encore une fois, on s'éloigne, hein, du webinaire, mais vous avez la possibilité d'intégrer plein de plugins. Lisa, je pense que vraiment, faut se rapprocher de nous pour faire une démo, vous comprendrez mieux le fonctionnement, mais vous avez la possibilité d'intégrer des plugins ou, et c'est l'objectif d'ailleurs, enfin c'est le cas d'un partenaire, c'est de vous aiguiller vers les plugins qui fonctionnent. Peut-on faire de la classe virtuelle? Jalel, j'ai déjà répondu à cette question, j'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, rajouter un élément de réponse. Pour après, j'ai que des merci pour vos réponses. Ok, les modules 3.9 sont les modules les modules 3.9 sont SCORM. Euh, En fait, la SCORM, c'est une technologie qui permet de produire en fait un contenu qui émane généralement d'une activité, enfin, d'un produit propriétaire vers Moodle, et pas que vers Moodle d'ailleurs, hein. Donc c'est une sorte de norme, et vous avez en fait la possibilité d'utiliser cette norme. Tendance sur Articulate de la possibilité d'exporter votre contenu en SCORM qui peut après être intégré dans Moodle et qui vous permet d'avoir un tracking un peu plus précis. Comment intègre-t-on la base d'élèves dans Moodle? Alors Gisèle, il y a énormément de manières. Ça peut se faire de manière automatisée via un web service, via un SSO. Ça peut se faire de manière manuel par le biais d'un import de fichiers Excel, donc type CSV, etc. Encore une fois, là, revenez vers moi par rapport à une démo. On répondra à toutes ces questions. Je pense que c'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. Existe-t-il des fonctionnalités de tableau blanc interactif? Alors, elles existent, mais directement dans de la classe virtuelle. Donc, en fonction de la classe virtuelle que vous utilisez, vous avez la possibilité de récupérer ce tableau blanc. Enfin, je veux dire, vous avez généralement un tableau blanc dans Zoom, un tableau blanc dans Big Blue Buttons, un tableau blanc dans Classilo qu'on utilise actuellement pour la démo. Vous avez un tableau blanc et vous pouvez y inscrire différents éléments. Je vois un peu pour récupérer ma voix. Alors, je vois qu'il y a des gens qui m'écrivent directement. Je vais juste répondre. Le plugin VIA est-il disponible en 3.9? Oh, il y a de grandes chances. C'est un plugin qui est vraiment très très performant et qui est très très rapidement en jour. Et, enfin, si c'est pas le cas, ça m'étonnerait déjà qu'il ne soit pas compatible. Et si c'est pas le cas, il va à mon avis l'être rapidement. La version est toute récente, hein, la 3.9, donc ils ont peut-être pas fait la bascule sur la 3.9, mais j'ai aucun risque. Enfin, je suis assez confiant là-dessus, mais on fonctionne assez régulièrement avec eux. C'est notamment une équipe qui est vraiment très performante et j'ai vraiment aucun souci à me faire là-dessus. Voilà, Jean-Louis, ne vous inquiétez pas pour la 3.9. Alors, évidemment, il vaut mieux attendre que ce soit valide sur le répertoire de plugins Moodle, mais je suis assez confiant là-dessus. Encore quelques questions. Pour te mettre deux contenus différents H5P dans une même activité H5P? Bah là, il faut utiliser une activité dans H5P qui s'appelle colonne. Sinon, vous n'aurez pas, enfin, vous ne pouvez pas dans une seule activité en avoir deux. Une seule. Vous avez une activité H5P qui s'appelle colonne qui permet d'agencer différents H5P les uns à la suite des autres. Y a-t-il
j'ai loupé une question. Les résultats des activités SCORM sont-ils mieux gérés dans Moodle 3.9 pour les évaluations sommatives par exemple? Alors, mieux géré, encore une fois, pour moi, il était assez bien géré, si tant est que l'information existait pour le SCORM. C'est-à-dire qu'on avait le temps passé sur la plateforme, on avait demandé des tentatives, on avait euh, des degrés d'achèvement, est-ce que c'est inachevé, est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est achevé ou validé. Et puis on avait aussi la possibilité d'aller faire un focus sur les réponses aux questions si c'était le cas. Bon, il y a déjà des choses qui étaient assez performantes. Il n'y a pas d'amélioration, en tout cas, j'ai pas vu sur les releases des choses particulières concernant ce point-là. C'est affiné, je pense. Il y a pas mal d'évolutions de VIA prévues sur le roadmap 2020. Ok, bah, merci pour ça. Encore une fois, je suis assez confiant hein, sur le plugin VIA, donc Classio. Ce sera très efficace. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Peut-être un peu rapidement pour certains. Si vous avez d'autres questions, là il est midi, je pense que c'est bien d'en terminer là-dessus. Il me semble que la vidéo sera. Si vous avez d'autres questions, on peut vraiment faire des démos personnalisées sur des problématiques précises, des problématiques et des process précis. Je pense notamment à deux ou trois personnes qui, qui mériteraient peut-être d'avoir des réponses plus approfondies sur certains points. N'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça, vraiment avec plaisir. Oh non, les démos sont gratuites. Sauf si vous voulez les payer, c'est avec plaisir. Je vous donnerai mon RIB, il n'y a pas de souci. Une dernière remarque, vos prochains webinars, pensez à utiliser un micro, et pas celui de votre Alors c'est dommage parce que j'utilise un micro, donc là c'est que je suis vraiment désolé si le son était haché. J'utilise un micro, donc c'est peut-être que ma bande passante était mauvaise à la base. Alors, toutes mes excuses pour ceux qui ont eu une expérience pas terrible. Alors, ah bah c'est bien, vous me faites bien de me préciser. Normalement j'avais prévu le 16 juillet. Je crois qu'une de mes collègues est présente sur le webinaire. Si enfin, je vous confirme ça, parce que si vous êtes inscrit au 30, bah, allez sur le site internet, mais je crois que le prochain webinaire sur 3.9, c'est le 16. On l'avait prévu, excusez-moi, le 30. Oui, pourquoi? Parce que on pensait que la 3.9 sortait plus tard. Elle est sortie là il n'y a pas longtemps, donc on a avancé ce point-là pour que vous puissiez avoir des informations plus rapides. Ok, Jean-Louis, pas de souci. Merci beaucoup à tous. Désolé pour le son, pour le coup, je suis vraiment désolé. J'essaierai de m'améliorer la prochaine fois. Un bon appétit à vous, qu'il est midi, bon après-midi, et puis portez-vous bien à tous. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions un peu plus précises ou des problématiques particulières, c'est avec plaisir. Bonne journée à tous.